Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'entretien du jour. Nous sommes ici à Bangui, en Centrafrique, pour parler de la situation sanitaire dans le pays. Alors pour en parler, nous recevons aujourd'hui, ou c'est plutôt Monsieur le ministre de la Santé qui nous reçoit au ministère. Docteur Pierre Sanson, ministre de la Santé, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. On est très honorés d'être ici à Bangui, en Centrafrique. Plaisir partagé. Alors la première question, c'est quelle est la situation sanitaire de la population aujourd'hui en Centrafrique ? De façon générale, la situation sanitaire est médiocre, en ce sens que nous héritons de plusieurs décennies d'instabilité sociopolitique liée à des crises politico-sécuritaires chroniques sur plusieurs décennies qui ont entraîné un effondrement important du système de santé, avec comme corollaire la dégradation des principaux indicateurs de la santé. De telle sorte que, disons, en 2017, on était à près de 882 décès maternels pour 100 000 naissances. Ce qui est relativement peu. Non, qui représente à peu près le pays était classé deuxième pays au monde avec le taux de mortalité maternelle le plus élevé. Mais il a augmenté. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans les taux de 2017. Aujourd'hui, nous avons engagé un déclin du taux de mortalité maternelle et infantile. Nous sommes à 889. Nous attendons de nouvelles données qui devraient nous permettre d'affirmer un déclin plus important suite à la politique sanitaire et aux stratégies qui ont été initiées depuis 2017 sous le leadership de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra. Ce que vous voulez dire, pour résumer, pour qu'on comprenne bien, c'est qu'aujourd'hui, quand vous dites que la situation sanitaire s'est dégradée, c'est que le premier fléau, c'est la mortalité des femmes enceintes, la mortalité maternelle, et des enfants, la mortalité infantile, qui est due à quoi ? Le problème, c'est qu'elles ne sont pas assistées pour leur accouchement et pendant leur grossesse ? Il y a une conjonction de facteurs. Il y a trois grandes causes de mortalité maternelle. D'abord, les problèmes des hémorragies, à l'accouchement, et dans un contexte où près de 2/3 des femmes accouchent à domicile, n'ont pas accès aux soins, aux services obstétricaux de base. Parce qu'il n'y en a plus, parce qu'il n'y a plus de maternité, parce qu'il n'y a plus de médecins. Parce que dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de personnel de santé qualifié pour donner la possibilité aux femmes d'avoir des accouchements assistés, notamment dans les zones de sécurité. C'est-à-dire que ces maternités ont fermé, le personnel médical est parti à cause de l'insécurité ? D'une part, les maternités ont disparu parce que un tiers des formations sanitaires ont été détruites. Donc, à l'issue de la rébellion de 2016-2013, un tiers ont disparu. Donc, avec tout cela, l'infrastructure d'accouchement, les infrastructures obstétricales, ou bien ces maternités ne sont pas équipées, ne sont pas tenues par du personnel qualifié. Aujourd'hui, on a 72% des sages-femmes qui sont concentrées à Bangui. Vous avez des localités où le taux de personnel de santé qualifié par 10 000 habitants est de moins 1%. Vous avez, et dans ces conditions-là, les femmes accouchent soit dans les mains des matrones traditionnelles, qui fonctionnent selon les normes traditionnelles, ou tout simplement n'ont pas la possibilité d'être référées dans des formations sanitaires pour bénéficier de césariennes si elles en ont besoin. Deuxième cause de mortalité, ce sont la malnutrition, les avortements. Les avortements, puisque
dans un contexte marqué par un appauvrissement marqué, des violences sexuelles qui sont liées à ces crises sécuritaires. Et vous avez beaucoup de jeunes adolescents qui sont enceintes, volontairement ou involontairement, et de ce fait-là, tentent de se débarrasser de ces grossesses avec des moyens de bord et en meurent. Donc vous avez sur 100 décès, 30 qui sont dus aux avortements clandestins ou non médicalisés. Et les troisième cause, ce sont des infections. Ça, c'est pour les femmes. Pour les enfants, la première cause de mortalité est le paludisme. Avant la malnutrition? La malnutrition après. Le paludisme. Le paludisme. Chez les nouveau-nés et les enfants? Chez tous les enfants, chez les nouveau-nés et les enfants. Et les femmes enceintes aussi, chez les nouveau-nés et les enfants. Aujourd'hui, vous n'avez pas de médicaments contre le paludisme, vous n'êtes pas achalandé par les organisations internationales? Heureusement que nous disposons donc de la solidarité mondiale dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Bon, la solidarité mondiale, de façon générale, s'exerce sur la santé de la mère et de l'enfant. Nous disposons, les financements dont nous disposons depuis 2017, donc nous proviennent, donc dans ce cadre-là, on a le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida, qui donc appuie ce pays et permet la prise en charge gratuite du paludisme avec des traitements, oui, des traitements surtout curatifs, mais des traitements préventifs aussi pour les femmes enceintes contre le sida, contre la tuberculose. Nous avons la Banque mondiale qui donc nous appuie aussi depuis 2017 avec un important projet qui vise essentiellement la réduction de la mortalité maternelle infantile sur près de 2/3 de la population centrafricaine sur 15 districts sanitaires, donc se focalisant sur la gratuité ciblée des soins aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux femmes victimes de violences sexuelles et aux enfants de 0 à 5 ans. Et nous avons donc l'Alliance Gavi qui également nous appuie par rapport à la prévention, particulièrement à la vaccination des femmes enceintes et des enfants. Mais ce n'est pas suffisant. Alors manifestement, est-ce que les chiffres baissent? Oui, disons que la couverture vaccinale s'est énormément améliorée grâce à tous ces appuis. Aujourd'hui, on fait partie des pays qui ont éradiqué la poliomyélite sauvage, par exemple. On a une couverture dans le cadre de la lutte contre la Covid. On a l'un des taux de couverture vaccinale, dans les meilleurs taux de couverture vaccinale de la région africaine. Et le président de la République est même déclaré champion de l'Alliance Gavi pour la vaccination. Et à cela s'ajoute l'appui des humanitaires de façon générale. Donc la situation s'est énormément améliorée, mais ce n'est pas encore suffisant pour obtenir un niveau de santé adéquat. L'autre sujet, c'est la malnutrition. C'est un fléau qui frappe la Centrafrique depuis quelque temps et qui ne s'améliore pas, puisque la population se nourrit essentiellement de manioc, qui n'apporte pas vraiment de condiments pour la croissance de l'enfant. Aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement fait justement pour améliorer l'alimentation des Centrafricains? Bon, le problème de la malnutrition ne se pose pas seulement à cause du manioc. Le manioc est l'alimentation de base de l'Afrique centrale, de façon générale, et de la République centrafricaine en particulier. Et avant que le pays ne soit plongé dans une situation d'insécurité et de vulnérabilité chronique, la santé de la population n'était pas si mauvaise, alors que nous étions depuis le début des temps dans ce régime. Dans ce régime-là, même au Cameroun à côté, le manioc fait partie des légumes. Et tout. Donc le problème n'est pas... On ne peut pas accuser le manioc, mais il faut simplement dire que la situation d'insécurité, d'instabilité qui a privé une grande partie de la population des activités agricoles, des activités de cueillette,
ont disons, approuvit de façon considérable donc, la qualité de la nutrition et l'accès à des sources de nutriments indispensables. Oui, ils sont indispensables. Et donc c'est comme ça que je vois ça. Dans une situation... On disait la même chose, je ne me suis pas fait bien comprendre, mais... Non, on ne dit pas la même chose parce que lorsqu'on parle du fait que les gens, c'est parce que les gens ne mangent que la boule, ce n'est pas totalement vrai. C'est vrai, la boule n'est pas riche, le manioc n'est pas riche, mais en situation normale, le manioc n'est pas consommé de façon crue, n'est pas consommé de façon isolée. Il est consommé en combinaison avec des sauces très enrichies, à la pâte d'arachide, avec des chenilles, avec des champignons, avec des crevettes, avec des escargots, etc. Mais lorsque ces compléments, lorsque la situation sécuritaire ne permet pas de faire la cueillette, de faire de la chasse, de faire de la pêche, effectivement, et même parfois d'avoir accès à la boule de manioc, puisque les populations ne peuvent pas cultiver le champ. Mais il y a la malnutrition. C'est ça. L'insécurité est la principale cause de malnutrition. L'aide alimentaire des ONG n'est pas suffisante ou alors elle est mal répartie finalement? Bon, l'aide alimentaire ne peut pas supprimer la malnutrition. La malnutrition, cette aide alimentaire ne peut pas leur fournir... ne peut pas répondre aux exigences d'un régime alimentaire qui est requis pour la croissance d'un enfant. Ce sont des rations qu'on donne, donc ce sont des moyens de survie. Mais ça ne peut pas répondre à aux besoins biologiques de croissance d'un enfant ou d'une femme enceinte. Donc là, on est dans une urgence sanitaire. Est-ce que vous, en tant que ministre de la Santé, vous avez les moyens de contrer cette malnutrition là, dans les années à venir? Est-ce que vous avez les moyens les moyens suffisants pour améliorer la situation? Non et oui. Non, parce que la santé ne se limite pas à donner des médicaments ou à distribuer des vivres. La santé est multisectorielle. Le développement de l'agriculture, la promotion des cultures vivrières, l'amélioration de l'économie qui donne aux populations les moyens d'acquérir, d'acheter des aliments, l'accès à l'eau potable, tout cela concourt à la nutrition. Et pour cela, le pays dispose d'un plan national de développement sanitaire pour la période 2022-2026, qui a été récemment adopté en Conseil des ministres, qui est multisectoriel, et où l'agriculture, où différents secteurs ont leur part de partition à jouer pour amener la santé, pour développer la santé, pour améliorer l'état de santé des populations. Donc la santé est multifactorielle. Le ministère de la Santé n'est qu'un chef d'orchestre. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique aujourd'hui? Oui, parce que le premier moyen, c'est la volonté politique. Donc ça, elle est là. Le premier moyen, la volonté politique, elle est là, elle est au sommet. Et la santé est l'une des hautes priorités du président de la République qui s'implique personnellement dans les actions de santé. Comme je vous l'ai dit, il a été nommé champion de la vaccination. Ce pays, malgré les conditions précaires dans lesquelles nous nous trouvons, a fait des performances donc reconnues mondialement en matière de santé. Donc cette volonté politique existe. Il y a la solidarité mondiale. Comme je vous l'ai dit, il y a la solidarité mondiale. Ça représente quoi, la moitié de votre budget, vous, à la santé? La santé représente... l'autre budget varie, et ça baissait à menuiser ces derniers temps. Quand il est à 250 millions, 300 millions, on avait un budget de la santé à 25 millions. Cette proportion est restée, ce volume, ce montant est resté malgré la diminution du budget national. Nous sommes restés autour de 13-14%, non loin de 15%, qui est la norme fixée par l'engagement d'Abuja. Ce qui donc témoigne de l'engagement politique. Bien sûr, c'est insuffisant. C'est pour cela que le gouvernement
s'évertue à mobiliser des ressources auprès des partenaires, avec succès avec la Banque mondiale, avec plusieurs partenaires comme la BAD, les Nations Unies. En Afrique, le gros problème, c'est les faux médicaments et la pénurie de médicaments. Tout à fait. L'un des maillons faibles de notre système de santé est l'accès aux médicaments. Du fait de l'insécurité et donc de l'environnement géopolitique qui tend en quelque sorte à contrarier toutes les démarches du gouvernement pour obtenir des aides, pour obtenir l'appui de la communauté internationale, bien, nous avons des difficultés à mettre en place un système adéquat, fiable et sécurisé donc de distribution de médicaments. Et de traçage. Et de traçage. Et donc nous sommes envahis du fait de la crise, envahis par des faux médicaments, d'où ce que vous pouvez constater dans les rues, la vente des médicaments ambulantes, etc. Mais nous sommes engagés, on a une politique d'approvisionnement en médicaments qui est sur le point d'être adoptée avec l'appui de la Banque mondiale. Avec des sanctions pour ceux qui vendent des médicaments comme ça dans les rues, avec des sanctions, ils ont été impliqués dans cette politique, puisqu'il faut leur participation pour arraigner ce phénomène. C'est un phénomène économique, c'est une réaction de survie. Ce sont des jeunes qui ont trouvé cela, avec la pression aussi de l'environnement international qui donne libre cours à ces pratiques frauduleuses, et donc qui finalement ont pris d'assaut notre pays à la faveur de l'insécurité, de la porosité des frontières, etc. Et dans ce contexte-là, nous ne pouvons pas avoir une politique coercitive de façon efficace. Il faut la participation des populations et surtout de ces vendeurs. Donc dans le processus de développement de la politique des médicaments, nous avons intégré les vendeurs de la rue. Parce qu'il faut trouver une solution pour eux. Si nous leur demandons de se retirer de ce secteur, nous devons trouver une solution de remplacement. Et cette solution, il faut la trouver avec eux. Mais nous devons également d'abord les convaincre du bien fondé de ce changement, du fait de l'import, de le caractère très sensible de ce secteur, du fait que c'est un secteur de sécurité, hein, et ils y adhèrent. C'est un processus. Une fois que la politique est adoptée, on doit engager une négociation avec eux dans certainement le cadre d'un plan que le gouvernement devra adopter pour faciliter leur désengagement. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que la santé est instrumentalisée d'une manière ou d'une autre? Tout à fait. Et vous savez, moi je suis un ancien fonctionnaire des Nations Unies et donc c'est de là que je suis venu à cette position de ministre. Je suis vraiment ébahi, je suis perplexe devant ce que je constate qui est totalement contraire à ce que je connais, j'ai appris en étant fonctionnaire international, fonctionnaire des Nations Unies, c'est que la santé est instrumentalisée dans un pays comme celui-ci, en conflit ou en post-conflit, en proie à des considérations géopolitiques qui tendent à l'entretenir dans la misère. Est-ce que brièvement, vous pourriez nous expliquer ce mécanisme, Eh bien, le mécanisme, donc il y a plusieurs mécanismes. D'abord, toute l'action humanitaire est très, très mitigée. Cette action humanitaire, elle est ambivalente. C'est-à-dire c'est-à-dire que l'action humanitaire qui est axée sur le fait de sauver des vies ne permet pas donc, aux populations de résoudre leurs problèmes de santé de façon durable. Dans certaines situations, ils vous maintiennent dans l'urgence alors que vous ne l'êtes plus. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que même si ces actions étaient bien intentionnées, eh bien, la façon de sortir de l'humanitaire replonge donc les populations et les services de santé dans la précarité. C'est le cas de notre complexe pédiatrique. Vous voulez dire qu'en gros, les ONG saupoudrent et puis après elles s'en vont? Oui, non seulement ils saupoudrent, ils viennent dans leur projet et ils finissent de façon brutale. Et ce qui fait que les acquis qui ont été obtenus grâce à leurs interventions, lorsque ces acquis sont vertueux, sont perdus du fait de la façon dont ils mettent fin à ces projets.
Mais est-ce que ce ne serait pas question aux États de continuer le travail des ONG qui ne peuvent pas être là? Mais oui, mais les États ne peuvent continuer que s'il y a une collaboration avec les ONG dans les modalités de fin, de terminaison de leur projet, permettre à l'État de prendre la suite, ce qui ne se fait pas, toujours. Et ça, c'est l'une des crises. J'en ai discuté avec eux. Monsieur le ministre de la Santé, merci de nous avoir accordé cette interview. L'entretien du jour s'est terminé pour aujourd'hui, mais restez avec nous, le programme continue sur Télé Sud.